Salut Alex, Salut. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi. On commence tout de suite avec des retours en stock. Enfin, je dis des, il y en a qu'un, c'est Revolver Noir, mais il était très attendu. Ce petit jeu à deux très portatif qui tient d'ailleurs juste dans la main. Très très cool, un de nos favoris de la gamme. On reste chez les micro-games, on reste chez Matago avec les maîtres des sims. Donc nouveau micro-game multi, celui-ci, à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs et 15 minutes de partie environ. C'est un jeu de Scott Allen. Voilà, et illustré par Anastasia Kmelexva. Je suis désolée, hein, mais vraiment là, ma bouche n'est pas faite pour ce genre de mots. Qu'est-ce que c'est comme jeu? C'est un jeu de gestion de main et de combo de cartes, on va dire. On va... alors le pitch, c'est que on va jouer les énergies et la royauté des oiseaux dans le ciel, qui a la majorité dans le ciel en gros. On va avoir les hiboux, les faucons, les corbeaux et les aigles. Voilà, c'est différentes cartes, différentes couleurs, hein, elles sont assez reconnaissables. On va avoir 4 espaces de jeu. On a notre main qui est appelée le ciel. On a les forêts qui vont se mettre ici. Et on a ici la pioche, je crois que ça s'appelle juste la pioche, et là on va avoir la défausse. Ok. On va à notre tour avoir le choix entre 3 actions, soit piocher la première carte de la pioche, soit s'il y avait une défausse, piocher la défausse. Si je fais cette action là, après je dois défausser une des cartes de ma main pour la placer dans une des 2 forêts, à gauche ou à droite. Quand je la place, je dois la placer format paysage. Donc je peux bien évidemment remettre celle que je viens de piocher, mais je vais d'abord regarder les différentes infos sur mes cartes. Ici, c'est des valeurs qu'on va avoir sur les cartes. C'est les valeurs qui existent pour ces types d'animaux. Les valeurs vont être une des manières de scorer. Ces valeurs vont servir par exemple... marquer 8 points en fin de partie si vous avez une suite de 5 cartes. Donc 4, 5, 6, 7 par exemple. Et donc là, on va compter les chiffres ici. On s'en fiche que ce soit différentes couleurs. Il faut que ce soit le même chiffre. Enfin, les chiffres en fait. Ça, sinon, c'est son type d'oiseau, parce que des fois, ça peut scorer là-dessus. Et après, vous avez des petits symboles qui se scorent que 1 ou 2 fois, voilà, en fonction du symbole qu'il y a en haut. Donc du coup, je vais décider de mettre celle-ci dans la forêt et j'ai toujours que 3 cartes en main. C'est au prochain joueur de jouer, il pioche, hop, et il va mettre là, etc., etc. On joue jusqu'à ce qu'il y ait 3 cartes dans les 2 forêts, parce que c'est le max. Voilà, je joue et à un moment, si c'était à mon tour et que j'ai pas envie de celle-là, j'avais envie de la mettre dans cette forêt, j'ai pas le choix, je dois la mettre forcément là. Maintenant, les forêts sont pleines. Vous dites c'est la fin de la partie. Non, parce que il est possible de verrouiller une carte. Verrouiller, c'est pencher une carte comme ça dans une des forêts. Et ça veut dire que personne ne peut aller choper une carte ici. Parce que quand vous échangez, vous pouvez aussi échanger avec une carte d'une forêt. Vous saviez, piocher, échanger ou avec la défausse. Eh bien, une fois que c'est verrouillé, les autres pourront plus prendre ces cartes. Voilà. Une fois que toutes les cartes des 2 forêts sont verrouillées, là, c'est la fin de la partie et on va scorer. On va scorer avec nos 3 cartes en main et on choisit une des 2 forêts qu'on va utiliser pour tout, que ce soit leur chiffre, leur couleur, leur type, etc. Sauf leur capacité de scoring. En gros, vous prenez vos capacités de scoring avec les critères de une des 2 forêts que vous choisissez. Voilà, vous avez tout le jeu. C'est beaucoup de contrôle et de timing, parce que les autres vont remplir la forêt. Peut-être que vous vous basiez grave sur cette forêt-là, que vous étiez en train de remplir avec beaucoup de soin pour faire vos petits combos de cartes. Là, d'un coup, un gars met dans la forêt un truc qui vous arrange pas du tout pour votre combo. C'est trop tard, c'était la 3e. Voilà. Bon, après, c'est encore échangeable parce qu'elle est pas verrouillée, mais bon, au moment où elle sera verrouillée, voilà, vous avez plus le choix. Voilà, c'est assez minimaliste, mais c'est bien casse-tête. Voilà. Et enfin, on a Vas-y qui est très à propos pour ce vendredi 14 février. C'est un jeu de couple, voilà. Alors bon, ça dit couple, pour toute personne que vous voulez, hein, ça peut être des colocs, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, il y a marqué jeu de couple. C'est un jeu qui a quasi pas de règles en fait. C'est un jeu à défi en fait, pour un peu rythmer votre vie. Vous prenez le paquet, vous le mélangez et vous répartissez les cartes. Et ensuite, vous vous mettez d'accord avec votre duo pour une période de temps sur laquelle vous voulez jouer à ce jeu. Je sais pas, 1 mois, 6 mois, 1 semaine. 1 semaine, c'est chaud, mais c'est possible. Et à partir de là, quand vous voulez, vous allez utiliser une de vos cartes.
Un jour, hop, vous arrivez, vous dites, bah tiens, on va utiliser cette carte-là. Un petit exemple. Vis ma vie. Cette semaine, tu dois m'accompagner dans une activité sportive, culturelle, associative que je pratique habituellement sans toi. Voilà. Ou alors, ce soir, on sort nos tenues de gala comme pour un grand événement, mais direction le fast-food, burger, kebab, tacos. On déguste tout avec classe et style. Voilà. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de règles. C'est juste des événements pour un peu rythmer le truc, pimenter. Ça a l'air très drôle en vrai, ça pourrait être intéressant si on se sent un peu de se challenger. Voilà, pour ce 14 février, c'est plutôt cool, mais c'est utile tout le temps, toute l'année. Hein. On pourra le faire à Cannes par exemple. Pas du tout le bon moment, mais pourquoi pas. C'est drôle. Ok, on enchaîne avec The Same Game, distribué par BlackRock. C'est un jeu de Wolfgang Warsch, illustré par Christian Schoupp. À partir de 10 ans, 30 à 45 minutes de jeu pour 3 à 6 joueurs. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif d'interprétation de mots, on va dire, et de devinette un peu. Petite mise en place, faut juste savoir, le but c'est de faire le plus de points possible. Ouais. Voilà, tous ensemble bien évidemment. On va chacun avoir une petite ardoise comme ceci, on va tous piocher un mot qui est caché au début de la partie. On va avoir donc sa petite ardoise, son petit stylo, et on va chacun piocher dans ce petit sachet un jeton chiffre allant de 1 à... Bah, ça dépend du nombre de critères et de niveau de difficulté, parce que c'est agençable. Là, c'est 7, parce qu'il y a 7 critères qui sont utilisation, gna 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 gna. Okay. Donc, on a tous pioché un jeton, sachant que quand vous en piochez un, vous allez le noter ici. Okay. Et vous le remettez dans le sachet avant de le passer à votre coéquipier. Ça veut dire qu'on peut repiocher plusieurs fois le même chiffre. Okay, c'est secret, vous le planquez bien. Une fois qu'on a fait ça, on va... Il est où mon chiffre? Je l'ai remis dedans. Merde. Voilà, c'était lui. On va chacun écrire un mot, un objet, c'est marqué ici, un objet qui nous fait penser à notre mot secret. Okay, moi, donc là, roulette à pizza. Okay. Et qui a un rapport avec le critère numéroté correspondant. Ok, donc toi tu as le 4, c'est ça? Ouais, j'ai le 4, donc je dois trouver un objet qui a un rapport pour moi avec la roulette à pizza et en gros qui a la même utilisation prévue pour la roulette à pizza. Waouh, alors la même utilisation, oui, bah ça va être les ciseaux. Ah ouais, j'allais mettre un couteau, mais en fait les ciseaux carrément. En plus, moi je coupe ma pizza avec des ciseaux, donc. Alors oui, je sais peut-être un blasphème pour certains, mais normalement, la paire de ciseaux a quand même la même utilisation que. Voilà, mais ça c'est secret, hein. Oui. C'est secret. Donc moi j'ai pensé ça, hop, je fais ça et je planque pendant que tout le monde réfléchit. Par exemple, cette personne-là avait tiré le 2. Le 2, lui, c'est longueur, avec un harmonica. Qu'est-ce qui aurait la même longueur qu'un harmonica en objet? Waouh, la même longueur qu'un harmonica? Bah en vrai. Une brosse à dents, Antoine? Ouais, c'est pas plus long? Bon, on va dire brosse à dents. Cette personne pose. J'allais dire la brosse à dents, c'est la même utilisation, mais non. Pas vraiment, pas de brosse. Bon, après, de toute façon, dans ce genre de jeu, il y a des gens qui pensent à des trucs hyper bizarres. Hein, Alex? Genre, genre les échelles et les pièges à ours, c'est pareil, quoi. Il y en a autant dans le monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a autant d'échelles que de pièges à ours dans le monde? Voilà, hein, je vous pose la question. L'exemple, il était super bien. Voilà. Et voilà, cette personne a le 7, donc... Durée d'utilisation et machine à coudre. Qu'est-ce qui aurait la même durée d'utilisation? Je dirais un fer à repasser. Oui, complètement. Fer à repasser. Allez, hop. C'est vraiment dans le même. Ok, hop. Délire. On peut être très précis, hein. Enfin, je pense, parce que Antoine, par exemple, avait mis Hollywood Chewing Gum à la menthe. Ah ouais, ça c'est très. Voilà. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va passer au premier joueur. Vous le désignez comme vous voulez, on s'en fiche. Le premier joueur va dire à tout le monde fermez les yeux. Donc tout le monde ferme les yeux, tourne la tête, va faire la vaisselle, ce qu'il veut. Pendant ce temps, il va planquer tous les petits jetons, comme ceci. Et le jeton qui est son chiffre, donc moi le 4, je vais le retourner sur cette petite phase piège. Et donc je vais tous les planquer. Hop, 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 hop. Voilà. Et maintenant tout le monde ouvre les yeux. Et là, je révèle mes deux trucs. Et je vous dis, bah voilà, avec ciseaux et roulettes, trouvez quel est mon mot piège. Et en fait, c'est une élimination. Faut un peu penser à la similo. Faut éliminer les trucs au fur et à mesure pour qu'à la fin, il ne reste que mon mot. C'est ça, il faut trouver le mot piégé à la fin. À la toute fin, faut éliminer. Donc on se dit, bon, elle pense que la roulette à pizza et le ciseau, ça... Est-ce qu'on pourrait dire que ça a la même longueur? Techniquement, oui.
Après, est-ce qu'on peut se dire que ça a la même apparence? Pas vraiment. Donc on pourrait dire, bah non, l'apparence, on l'enlève parce que ça peut pas être ça. Ok, c'est bon. Donc je mets mon petit gobelet ici. Pour l'instant, on a encore 0 point. Faut qu'on en gagne un peu plus pour commencer à avoir des points. Est-ce que c'est le même matériau? Bah un petit peu quand même. Ça va dépendre. Il y a des roulettes en plastoc, il y a des ciseaux. Bon, un peu risqué. Pour l'humanité. L'importance pour l'humanité, elle est quand même... La roulette à pizza, les ciseaux. Ça peut être quand même similaire, hein, c'est vrai, effectivement. Là, en vrai, j'ai mis un mot très dur parce que justement, il faut que je vois tous les autres critères et que je me dise, bon, après, il faut qu'il on pourrait se dire, bon, la roulette, elle est quand même plus légère qu'un ciseau. Donc on pourrait dire, bah, le poids, franchement, ça vaut pas le coup, c'est pas son truc piégé. Ok, c'est bon, etc. etc. Si à un moment, vous dites, bon, voilà, on va faire ça, c'est pas la même longueur, gna gna gna. Ok, là, on aura 1 point, donc ça veut dire qu'on avance de 1 case. Ok, le but, c'est d'arriver au moins aux petites fleurs ici. Et après, là, on a encore plus de points et c'est tout bénef. Ok. Si à un moment, bah, avant la fin, hop, vous êtes ça n'a pas la même utilisation, hop, bah perdu, on s'arrête là. On ne pourra pas gagner plus de petits plots là, et donc du coup, on n'avancera que de 1. Mais si vous aviez réussi un peu plus, on aurait avancé de 2, etc., etc. Maintenant, moi, mon mot, il est terminé. On remet les petits gobelets, gna gna gna, et la prochaine personne va faire la même chose. Tournez-vous, fermez les yeux, hop, et il organise. Et lui, voilà, il avait le numéro, on avait dit 2, etc., etc. Voilà, c'est plutôt cool parce que c'est le genre de jeu coop où justement vous pouvez un peu rager en disant quoi, mais c'est n'importe quoi, pourquoi t'as mis ça, pourquoi il y a autant de pièges à ours que d'échelles dans le monde, sérieux. Et oui, tout le monde a un piège à ours chez lui. Bien sûr. Voilà. Donc c'était plutôt fun. Si vous aimez bien argumenter et réfléchir entre vous et un peu faire du vote. Voilà, nous on a testé à 6 au max et c'était très cool. C'est quand même assez subtil, il y a vraiment des critères qui sont pas évidents. Ben, la preuve, moi, ciseaux, en vrai, c'était pas ouf comme objet parce que ça correspondait quasi à tout. Ouais, ça correspond. Comme quoi, on a peut-être parlé un peu trop vite, qu'il fallait mieux réfléchir. Ouais. C'est quand même aussi très malin parce qu'il y a ce côté un peu qui peut plaire à tous les joueurs, un peu de codenames. Oui, et ce côté, ou similo, justement, avec ce côté de déduction qui est quand même finalement. Très malin. Très malin. Voilà, c'était The Same Game, on passe à la suite. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on a aussi reçu Duke. Alors Duke, c'est un jeu de Christophe Fivet et Miguel Vetter, illustré par Yann Parovel. C'est Okaluda qui nous le propose. En fait, c'est ni plus ni moins que la réédition de Camille, qui a changé de look, et pas uniquement de look, puisqu'il y a vraiment un travail autour de la lisibilité du jeu, son ergonomie visuelle, qui a vraiment été très bien pensé pour le coup. L'explication des règles se joint très bien avec le matériel qu'on a en main, on comprend très rapidement comment ça se joue. C'est assez inhabituel si vous ne connaissez pas Camille. Je vais vous montrer rapidement parce que c'est ce genre de jeu où les règles sont super simples et c'est quand même un jeu assez subtil. Rien de mieux qu'une bonne petite explication. Il y a quelqu'un qui va ouvrir le jeu, qui va mettre un défenseur. Alors le premier défenseur est toujours face cachée. Et ensuite va jouer un attaquant. Donc on a 8 cartes en main. Normalement cette personne choisit les cartes de sa main. Bon là j'ai tiré un peu au pif. Et donc cette personne attaque avec un 10. C'est mon tour, admettons. Et ben je regarde dans mes 8 cartes et je vais voir ce que je veux mettre en défense. Et à nouveau je vais mettre une carte en attaque. Je peux aussi passer, ça peut être parce que je peux rien jouer ou ça peut être un choix stratégique. Là, l'attaquant étant un 10, le 10 est gris, je vais devoir jouer un 10 gris pour le coup, hop là, en défense. Et je vais pouvoir remettre quelque chose en attaque. Ok. Les cartes sont réparties de la manière suivante. Les 10 comme ça gris, il y en a 10. Il y a des 4 verts, il y en a 4. Il y a des 2 verts, bleus pardon, et verts. Les 2, il y en a 2. Les 4 violets, il y en a 4, etc. Ça, c'est les points de victoire qui vont me faire marquer. Potentiellement, il y a des petits symboles de pouvoir supplémentaires, mais il y en a que 2, donc on les connaît très vite. Je vais mettre une carte en attaquant. Je vais mettre par exemple ce 4 bleu comme ceci. Alors, comme je l'utilise dans mon jeu, eh bien, il ne me fera pas gagner de points, puisque, spoiler, comment est-ce qu'on marque des points? Le but du jeu, c'est d'arriver à jouer ces 8 cartes, et en fait, ce sera la dernière carte qu'on pose qui fait marquer des points. Si on arrive à mettre 2 cartes pareilles au dernier tour, on va doubler les points qu'elle nous rapporte. Ça peut être vraiment bien. Et donc, la personne suivante va devoir au moins répondre, hop là, avec en défense un 4 bleu, et va pouvoir enchaîner avec la carte de son choix. Elle pourrait utiliser par exemple ce petit 2 vert en se disant la personne derrière moi, elle a peu de chance d'avoir l'autre 2 verts, oui, mais du coup vous sacrifiez 4 points ce faisant, donc peut-être qu'on veut mettre quelque chose qui fait gagner moins de points. Alors quand on a un 10 on peut le mettre, mais en même temps derrière notre joueur peut facilement contre-attaquer avec un 10. Là je vois que j'ai 4 violets, donc je me dis que la probabilité que le joueur suivant là est minime. Hop, on va revenir à ce joueur, et ainsi de suite. On va passer, on va reprendre la main. Quand on reprend la main, on a des avantages. On va se retrouver, potentiellement avec quelque chose qui ressemble à ça. Et là, tout simplement, mon score pour cette manche est de 3 points. Si j'avais réussi à faire ceci, j'aurais doublé mon score.
On peut jouer chacun pour soi. À 4 joueurs, on va jouer en équipe, en croisée, donc avec la personne en diagonale autour de la table. On va avoir une seule personne qui va terminer son tableau, mais qui va faire gagner les points, qui est un pool commun pour le groupe de 2 joueurs. Je vous ai expliqué à peu près toutes les règles. Si vous ne connaissiez pas Camille, Duke, cette nouvelle version est vraiment plus abordable. Même règle, mais c'est vraiment le look, le visuel. Ils ont retravaillé la manière dont on peut appréhender, comprendre les cartes. C'est vraiment très très bien pensé. En parlant de Duke, monsieur, je crois que vous avez quelque chose à nous dire. Bonjour, c'est juste un teasing qui va arriver la semaine prochaine de la Cour de Versailles, un jeu pour les nobles que vous êtes. J'ai envie d'en savoir plus. Moi aussi. Je sens que la semaine prochaine va être vraiment top. On enchaîne avec Gamepay. Gamepay, c'est un jeu de chez Invaders. Je crois que donc c'est Bad Boot Games qui a fait la localisation française. C'est un jeu de... Alors c'est écrit en vertical, donc j'improvise ma lecture. Bernard Buchhaus, je pense que c'est le nom, illustré par Voyager Illustration. Ok, j'y avais joué il y a plusieurs mois, presque un an si je dis pas de bêtises. J'avais trouvé ça trop cool, je m'étais dit ah là là, quel dommage que Gamepay n'existe pas en VF. Bah maintenant il existe en VF, donc je suis content, je suis vraiment refait. Un jeu donc il va être vraiment difficile de le comparer à un autre jeu. On vient de voir Duke juste avant, donc qui est Camille, qui a un peu un jeu avec une mécanique de jeu à part entière. Il y a un peu de ça dans Gamepay aussi, même si vous allez voir, je vais vous parler de quelques mécaniques que vous allez connaître, notamment il y a une petite notion de deck building. De quoi ça parle? On est au Japon, l'empereur est mort, et donc les différentes familles vont vouloir placer un nouvel empereur sur le trône. Il y a 5 factions en gros. Il y a la faction de la famille royale, enfin de la famille impériale plutôt, et il va y avoir 4 factions comme ceci qui sont un peu des familles de nobles et qui vont essayer de récupérer leur part du pouvoir. C'est un jeu dans lequel vous allez placer durant la partie des petits jetons face cachée, et ces jetons, ils vont vous faire gagner des points lorsque vous allez les révéler en fin de partie selon le nombre de cartes de cette famille que vous possédez dans votre main. Je m'explique, si on a mis plein de jetons bleus, et ben moi je vais me débrouiller à avoir des cartes bleues dans ma main, enfin même dans mon deck en fin de partie, puisque les jetons vont favoriser mes cartes, vont les transformer en points. C'est un peu ça l'idée. Donc on va placer des jetons en essayant de dire les autres joueurs vont favoriser cette famille, je vais prendre des cartes de cette famille dans ma main, ou moi-même je favorise à fond cette famille, je vais espérer de ne pas me faire contrer, ça va passer. Voilà un petit peu l'idée. Comment est-ce qu'on récupère ces cartes? Via des actions sur le plateau. Comment est-ce qu'on pose ces jetons? Via des actions qui sont sur le plateau, tout est sur le plateau. Comment est-ce qu'on déclenche ces actions maintenant? Eh ben, on va jouer chacun notre tour, et quand c'est mon tour, je vais jouer l'une des cartes de ma main. On a 2 cartes en main, donc vous n'aurez pas 1000 choix. Si je joue par exemple une carte bleue à mon tour, eh bien, je vais faire l'action de la roue bleue, enfin l'une des actions de cette roue d'action bleue. On a 5 actions, donc 5 petits icônes comme ceci. On a un jeton, un marqueur qui va se déplacer dessus. Il est là, hop. Et vous allez pouvoir le déplacer d'une case. Donc je vais pouvoir aller sur cette action et la faire, ou alors l'emmener sur cette action et la faire. Et donc le prochain joueur qui va activer la roue bleue, sera peut-être moi, ce sera un autre joueur, aura le choix entre cette action et cette action. Il y a évidemment des actions communes entre les différents tableaux. Il y a des actions uniques, et les actions évidemment ne sont pas réparties de la même manière. C'est un jeu où on va essayer d'anticiper au mieux le timing, sachant qu'on peut se dire quand ça reviendra à moi, normalement le jeton sera par là. C'est pas garanti, parce que c'est aussi un jeu où il y a énormément de combos. Vous allez jouer une carte d'une famille qui va vous faire déplacer le jeton, qui va vous jouer par exemple, qui va vous permettre de faire l'action de récupérer une carte, donc vous allez ajouter dans votre paquet, le deck building. Et vous savez quoi, cette carte que vous venez de récupérer dans votre paquet, vous allez aussi décaler le jeton de la roue de la famille et refaire un effet. Et ça se trouve, c'est une carte de la même famille, donc finalement vous aurez déclenché 2 actions sur cette roue, et vous aurez déplacé le jeton complètement ailleurs, et peut-être vous aurez fait tomber complètement à l'eau les plans d'un autre joueur, ou peut-être que vous l'aurez favorisé. Ça, il faut le sentir. Là-dessus, c'est vraiment original, cette gestion du timing, du déplacement du jeton sur chacune des roues, les petits combos qu'on déclenche, c'est vraiment ce genre de jeu où, par défaut, je joue une carte et ça fait ça, ok, tour classique, et il y a des moments où vous arrivez, vous dites, ok, donc là, il y a tout qui est parfait sur le plateau, j'ai un mélange de chance et de bonne anticipation, je joue ça, qui me permet de faire ça, qui me permet de récupérer telle carte, qui me permet de faire ça, qui me permet de faire ça, c'est vraiment hyper satisfaisant, et puis il y a cette tension qui monte avec à la fin la révélation des jetons et qui va révéler si les cartes que vous avez mis dans votre deck vont vous faire gagner des points ou pas. Voilà donc pour Gamepay. On va traverser la boutique dans cette direction. On va rester sur
un petit peu de la guerre civile. On en est quand même plutôt sur de la guerre à plus haute ampleur, mais on ne va pas être dans le même pays, on part en Chine avec Shu Han de Tom Lehmann. C'est Matagot qui nous propose ça dans sa collection Historia. La collection Historia chez Matagot, ce sont des jeux, vous en doutez, qui s'inspirent de grands faits historiques et qui vont être référencés. Ça signifie que dans le matériel, vous pourrez retrouver des précisions sur tel personnage, tel événement, etc. Toujours très 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 agréable, puisque quand on joue, on finit par un petit peu s'attacher à ce à quoi parle le jeu. Et puis ici, on va avoir tout un tas de personnages hauts en couleur, donc vous avez vraiment envie d'avoir vous allez avoir envie de vous y intéresser. Moi, je me suis intéressé il y a 1 ou 2 ans à l'histoire des grandes guerres de la Chine, l'équivalent de l'Antiquité pour nous. C'est fascinant, c'est vraiment fascinant. Franchement, je vous intéresse juste à aller faire un petit tour sur Wikipédia. Vous pouvez passer une nuit blanche très facilement. Donc, illustré par Ryan Ferreira et Maxime Hersault. On va peut-être le poser comme ceci. Hop, ça va, pas trop de reflets, Alex. C'est bien, il n'y a pas de reflets. Impeccable. Ça, c'est toujours le petit problème, mais il est réglé. C'est un jeu. Donc, avec cette thématique de guerre, mais c'est avant tout un jeu de défausse de cartes. On va recevoir des cartes en main, début de manche. Le but du jeu, c'est de s'en débarrasser. Et chacun notre tour, on va jouer des cartes. Chacun notre tour, c'est un jeu à 2. Donc ça va être un ping-pong, ça va être un duel de force. C'est un jeu qui se joue uniquement à 2. Et lorsque vous avez arrivé à vous débarrasser des cartes de votre main, vous allez gagner des points et vous allez progresser sur ce petit dragon, sur cette piste-là. Et donc on va jouer en plusieurs manches finalement. Sachant qu'il va se passer tout un tas de choses. Parce que, par exemple, ce qui peut se passer, c'est qu'à votre tour, vous ne pouvez pas surenchérir sur ce que vient de poser votre adversaire. C'est un jeu à combinaison. Hein. Si mon adversaire a posé un double quelque chose, je dois poser un double quelque chose plus fort, et il y a un certain nombre de combinaisons valides. Vous pouvez choisir de prendre un petit parchemin et piocher. Alors c'est dommage parce que ça fait grossir votre main et c'est pas le but, mais potentiellement aller chercher des cartes qui vous intéressent, soit immédiatement pour pouvoir jouer la petite combinaison de cartes qui va bien, soit peut-être pour plus tard et construire une autre combinaison. Mais ce petit parchemin est là pour se rappeler qu'à un moment vous avez pioché et que potentiellement vous êtes allé chercher des cartes plus fortes, plus intéressantes. Et il faut que ça soit vraiment le cas. Parce que si vous ne gagnez pas la manche, vous allez offrir encore plus de points à votre adversaire. Il y a tout un tas de petites finesses comme ceci, notamment au fait que les personnages, pas tous les personnages, certains personnages vont avoir des pouvoirs, des effets. Au moment où ils vont être joués, des effets qui vous permettent de parier encore plus de points sur la manche en cours, des effets qui vous permettent d'aller regarder des cartes dans la pioche, qui vous permettent de remplacer des valeurs par d'autres valeurs. Vous voyez, désormais, tous mes 8, c'est mes 7. Je ne sais pas si ce pouvoir est dans le jeu, mais c'est vraiment le genre de pouvoir qu'on trouve dans Shu Han. Comme on joue à 2, il y a les cartes dans ma main, il y a les cartes dans la main de mon adversaire, il y a les cartes que nous avons déjà jouées, il y a ce qui reste dans la pioche. On a déjà, en général, très rapidement, à la moitié de chaque manche, vu pas mal de cartes passer. Et donc, c'est le genre de jeu où, au bout d'un moment, vous allez connaître les cartes, leur répartition, les pouvoirs que potentiellement votre adversaire peut avoir dans sa main. Et donc, vous comparez avec les pouvoirs que vous avez dans votre main, sachant que certains pouvoirs peuvent annuler d'autres pouvoirs. Et donc, vous allez compter, anticiper, faire des probas. Est-ce que ça se peut que mon adversaire ait ça dans sa main? Parce que si c'est oui, c'est la grosse cata. Mais si c'est non, hop, je peux placer ce coup qui est super fort. On va être vraiment sur ce genre de sensation de jeu. C'est un jeu de Tom Lehmann. Donc vous pouvez vraiment compter sur cet auteur pour ne pas avoir pondu le jeu en 3 semaines. C'est vraiment pas son truc. Tom Lehmann, c'est un auteur qui travaille les jeux, mais qui les amène vraiment à maturité, et puis surtout qui s'attache à son thème. Et là, historiquement parlant, il a été vraiment très très bien référencé. Si vous cherchez un jeu pour taper le carton à 2, mais attention, pas le petit carton sur le coin de table, ça va être cérébral. Si vous êtes fan notamment de jeux comme Gang of Four ou Tichu, ça devrait vraiment vous parler. À préciser que la boîte comme ceci, elle contient un matériel dit luxe, le joli dragon, etc. Mais vous pouvez aussi prendre le minimum du matériel et une petite boîte pour mettre dans le sac à dos, le sac à main pour partir en week-end. Ça peut être vraiment très cool. On va changer de rayon. On arrive dans le rayon enfant. Et on a reçu cette semaine le bonhomme de paille, un jeu de Marie et Wilfried Faure à partir de 4 ans. Pour 2 à 4 joueurs, des parties de 15-20 minutes maximum. C'est un jeu coopératif dans lequel il faut construire le fameux bonhomme de paille qui n'aura pas la même tête d'une partie sur l'autre. On va ouvrir la boîte, on va enlever le petit capot, on va préparer le matériel et on va jouer dans la boîte. Ça va ressembler à ceci. On a cette espèce de petite tige au milieu sur laquelle on va venir petit à petit empiler les différents éléments. On va commencer par les pieds, les jambes, le corps, la tête et très important, le petit chapeau. Si on arrive à faire ça,
On a gagné tous ensemble, ça c'est super. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir les oiseaux là, avec leur petite tête de corneille qui vont venir s'installer sur le côté. Et si on cumule de mémoire 6 oiseaux, si je dis pas de bêtises, eh ben on a perdu. Alors comment est-ce qu'on va faire tout ça? Eh ben on va jouer chacun notre tour. Quand c'est mon tour, je vais aller chercher dans le sachet en tissu un jeton. Je vais avoir des jetons de ma couleur dans mon sachet, c'est des sachets individuels. Et ce petit jeton, je vais le placer dans ma boîte, comme ceci. Il y a des petits emplacements, vous voyez. Ça va m'indiquer où je vais pouvoir aller récupérer un élément. Donc, par exemple, ici, on voit qu'il y a de la paille, et ben, ou du blé. On va dire que c'est de la paille. Oui, il y a des bottes de paille. Et je vais pouvoir récupérer un élément dans la paille ici. Alors, si c'est un élément qui m'est demandé, bah, c'est super parce qu'on va le mettre hop là ici sur le bonhomme de paille, on va continuer, enfin on va avancer sa construction. Par contre, si c'est pas un élément qui était attendu, bah, c'est dommage parce que ça va faire venir une corneille, une corneille, exercice de diction. Et en plus de ça, par contre, ce que je pourrais faire, heureusement, c'est cet élément, le mettre dans mon petit sachet parce que peut-être plus tard il me sera utile. Oui, parce qu'au début, on n'a que les pieds dont on sait précisément ce dont il s'agit. On va nous dire, bah voilà, c'est telle pièce. Là, c'est les petits pieds roses. Mais les autres, au début, enfin après, pardon, excusez-moi, il va y avoir des petites cartes qui nous indiquent quel élément ça pourrait être. Et donc, on sait par exemple que, eh bien, prochainement, hop, ici, la tête, ça peut être tel élément, tel élément, tel élément. On sait dans quelle zone les récupérer via le code couleur. Par contre, on ne sait pas précisément ce que c'est. Pour le dévoiler, c'est une possibilité d'événement, mais ça, on ne sait pas encore ce que c'est. Exactement. Okay. Pour le dévoiler, il faudra progresser dans la construction. Et donc, d'où l'utilité de garder des éléments qui n'étaient pas les bons dans le sac, pour plus tard dire hop là, je sors du sac et c'est tout bon. Voilà donc pour le bonhomme de paille. On passe à la suite. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. On a reçu Origine aujourd'hui, donc c'est un jeu de Julien Griffon, illustré par Lisa Bertrand, si je dis pas de bêtises, de chez Ocaluda. C'est un jeu, on va dire donc coopératif, pour 2 à 4 joueurs, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai vu, surtout quand j'ai lu les règles, j'ai pas fait gaffe, mais effectivement c'est pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. Une demi-heure grand max. C'est un jeu de déduction, c'est un jeu d'optimisation et de placement. L'idée, c'est que à chaque tour, alors on a une lettre de jeu qui est très bien fichue parce qu'elle va rappeler notamment comment fonctionne un tour et de l'autre côté, en fait, les conditions de chacun des éléments. En fait, on va récupérer des petits jetons comme ceci et en fait, on va les poser devant nous. Donc chaque joueur va avoir 3 jetons comme ça devant nous, on les aura piochés dans ce sac-là. Il y en a un certain nombre par couleur. Et l'idée, c'est qu'en fait, on ne voit les autres joueurs ne voient pas ce qu'il y a derrière. Un peu à la manière d'un hanabi, en fait, vous ne voyez, enfin, un hanabi, non, pas vraiment dans le sens. Vous voyez que le dos de la tuile, que le type de tuile. De l'autre côté, il y a une espèce de condition. Et chaque tuile de couleur a une condition particulière. L'idée, c'est qu'il va falloir essayer de remplir les différents quarts de continent. Et quand on les aura remplis à la fin de la partie, pour marquer le plus de points, il faut que chaque jeton qui soit placé dans un continent remplisse ces conditions. Ces conditions, elles sont rappelées notamment ici, en fin de partie. Pour valider les continents, on le voit, par exemple, l'eau, il faut qu'il y ait un seul pion d'eau placé dans un continent, par exemple. Quand c'est la plante, par exemple, la plante ne doit pas être en lien avec l'élément qui est de l'autre côté. Donc, par exemple, si un joueur avait un pion plante devant lui, nous, on ne voit pas de l'autre côté ce qu'il y a, mais il ne faut pas que cet élément-là soit en lien avec ce qu'on ne voit pas. On va avoir plein de conditions comme ça, les animaux doivent être justement en lien avec tel ou tel élément, etc. Donc comment se passe un tour de jeu? C'est pas très compliqué, on a un tour de jeu, expliqué ici en 4 phases, je vais y arriver. Mettons, je suis ce joueur-là, j'ai ces 3 pions devant moi, donc vous ne voyez pas ce qu'il y a ici, ce qui peut être très important. Je vais pointer l'un de ces pions, je vais dire, moi j'aimerais bien poser celui-là. Le joueur qui est à ma droite va me pointer un continent où je devrais jouer un pion. Donc mettons, moi je dis ça, Antoine il va dire, tu vas le jouer ici par exemple. Tu devrais le jouer ici par exemple. Par exemple. Et moi je me dis, finalement le pion que j'ai pointé ici, ça va me saouler de le placer. Donc je peux en placer un autre finalement. En fait, ça c'est celui que j'aurais aimé jouer, mais vu qu'Antoine a pointé celui-là, peut-être pas avantageux. Alors ça pourrait l'être, dans mon exemple, je pourrais dire, ok, c'est cool, mon pion, je vais le placer du coup, je suis obligé de le placer là, je vais le mettre ici. Et là, je vous explique immédiatement ce qu'on va faire là, mais en fin de partie, pourquoi je l'ai placé là? Parce qu'en fait, de l'autre côté, qu'est-ce que vous voyez? Que la condition, c'était qu'il devait être associé à cette terre-là. Donc, comme je l'ai bien placé là, c'est goûteux. Je l'ai placé là, et c'est bon. Sauf que vous ne savez pas encore s'il est validé. Mais je l'ai placé là. Une fois que j'ai fait ça, je vais de nouveau repiocher un pion. Hop. Et là, de nouveau, quand je pioche le pion, je le place toujours de façon à ce que vous voyez le logo du type, mais que vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Par exemple, la condition, comme je disais là, c'est que la plante ici ne devra pas être adjacente au scarabée. Ok, super. Et il se trouve par exemple que là, je sais pas moi, s'il y a un scarabée de l'autre côté, j'en sais rien, il ne faudra pas le placer à côté. Sauf que moi, je ne sais pas ce que les autres ont.
L'idée, c'est qu'on va faire ça comme ça, jusqu'à tout compléter. Donc j'en sais rien, mettons, je mets ça, on va dire que si on a joué comme ça, par exemple. Voilà. Alors tout le plateau ou tout un quart de plateau? Tout un quart de plateau. Okay. En fait, quand on a fait un quart de plateau, là, c'est-à-dire que ça a été complété, on devra jouer sur les autres. Une fois qu'on aura complété tous les plateaux, là, on va regarder chacun des plateaux et on va compter les points et les valider. Ok. Il y a un petit espace blanc ici, c'est pour des jetons un peu spécifiques qui sont des jetons d'air, qui eux vont rapporter des points et qu'on va forcément placer toujours ici et qui octroient parfois des petits pouvoirs spécifiques, notamment pour avoir un peu plus de contrôle dans le jeu. Ça, c'est pour l'air. Ici, on a 2 petites bactéries. Ces bactéries-là, en fait, elles vont aller dans le sac quand ça, ce sera complet. Donc, à partir du moment où on aura tout complété, ces 2 jetons-là, ils vont dans le sac et quand on les pioche, ils ont des effets spécifiques, notamment de pouvoir déplacer un pion ou alors de pouvoir justement donner un pion à son voisin. Tout simplement. Et le jeu, finalement, c'est juste ça. Mais c'est malin parce qu'il faut essayer justement de comprendre ce que font les autres. Quand vous voyez un joueur qui dit je veux placer ça, on se dit ok, vu ce qu'on a déjà complété, il veut placer ça là, vu que c'est de l'eau, autant le mettre dans un endroit où il n'y a pas d'eau forcément, parce que du coup, faut pas que l'eau, telle que je le vois, soit placée sur un continent où il y en a déjà. Donc on va essayer, entre guillemets, de comprendre ce que le joueur essaye de nous faire passer comme message en pointant les jetons. Et ensuite, on va essayer de pointer correctement les bons continents pour que tout le monde puisse jouer son pion de façon à ce qu'il rapporte le plus de points. À la fin de la partie, vous allez compter vos points. Il y a un barème dans les règles qui vous dit si vous n'avez fait pas de points, vous êtes nul. On ne vous le dit pas comme ça, mais vous n'êtes pas très bon. Donc essayez de vous comprendre un petit peu mieux. Et donc du coup, refaites des parties. Si par contre vous êtes très très bon, là vous êtes des dieux parce que vous arrivez à gérer un système de façon à le rendre assez cohérent. Ça, c'est comme quand nous on joue par exemple. Exactement, quand on joue à Send Game par exemple, quand on pense par exemple qu'il y a autant. T'imagines le gars il pense qu'il y a autant de pièges à ours que d'échelles. Non mais franchement. Donc moi j'en suis toujours pas remis. Je suis désolé pour cette réflexion, vraiment, elle était vraiment nulle. Je sais pas comment j'ai fait pour penser à ça. D'accord. Parce que tu avais l'air persuadé de toi. Ah ouais, j'étais en mode, mais oui, bien sûr, vous savez pas, les pièges à ours, il y en a autant que les échelles, parce qu'en fait, en Amérique, ils ont autant de pièges à ours que. Tout le monde a des pièges à ours. Tu le vois aux États-Unis, hein. Les gens dans la rue avec leurs pièges à ours. J'essaie de convaincre les gens, mais même moi, j'étais pas convaincu. Par contre, ça, je suis convaincu. Cyclades, la nouvelle édition, la réédition, le retravail de Cyclades par Bruno Catala et Ludovic Maublanc. Legendary édition. Il faut savoir qu'on a le jeu de base et qu'on a aussi une extension. Donc là, au moment où vous regardez cette vidéo, je ne sais pas si on a encore l'extension. Je vous la montrerai peut-être tout à l'heure si je prends le temps d'aller la chercher. C'est surtout qu'il y a des héros en plus dans l'extension. Il y a des figurines en plus qui claquent, évidemment. Cyclades, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu dans lequel, déjà l'avantage, c'est que c'est une réédition. À l'époque, Cyclades, de mémoire, moi j'y jouais pas forcément à plus de 4, donc de mémoire on pouvait y jouer jusqu'à 4. Et avec une extension qui rajoutait Hades, on pouvait jouer jusqu'à 5. À la base, le plateau était fait de façon à ce qu'on ait un plateau 2-3 joueurs, 4-5 joueurs, etc. Là maintenant, ce qu'ils ont fait un truc un peu à la Small World. Une dernière boîte Small World qui s'appelait, je sais plus comment. Underground ? Non, pas Underground, une autre qui s'appelait, je sais plus comment. Elle avait en fait un principe de tuile que je vais vous montrer là. D'accord. Et en fait, en fonction de ce qu'on vous dit dans les règles, vous prenez telle tuile, vous la connectez, etc. Et en fait, c'est des tuiles qui se connectent en fonction du nombre de joueurs. C'est génial, ces tuiles où tu dis, mais elles ont une forme bizarre, on n'arrivera jamais à les connecter, et en fait, non, ça s'emboîte parfaitement. C'est tellement satisfaisant. On a eu notamment là-dessus un retravail des illustrations. Donc là, c'est Miguel Coimbra qui fait les illustrations. Je crois pas que c'était lui, normalement, sur la première. Je ne sais pas. Parce que c'est pas du tout la même patte graphique, honnêtement. Si c'est lui, franchement, chapeau, parce qu'on reconnaît pas du tout la patte graphique. Je pense pas que c'était lui sur la première. C'était aussi très joli, j'aimais beaucoup la patte graphique, mais là, je la trouve encore déjà beaucoup plus lisible. Et le côté des îles comme ça, des Cyclades, je trouve ça génial. Donc le matos, c'est franchement incroyable. Là, on a plein de petits jetons, avec les petits bateaux, les petites colonnes. On va voir ça. On veut voir. Déjà, le matos de Cyclades, à la base, sur la première édition, était fou. Et là, franchement, le fait d'avoir fait des petits pions en bois, lui, il a quand même la classe. C'est un petit légionnaire, là. Un petit, comment on appelle ça ? Un petit spartiate. Et là, on a des petits bateaux, ils sont vraiment super. Et là, les petites colonnes. Hop. Clairement, Cyclades, c'est un jeu dont le but, ça va être de créer ou de contrôler des métropoles. Donc évidemment, des fois, vous pouvez dire, je vais attendre que quelqu'un fasse ta métropole et puis j'irai la conquérir plus tard. Finalement, c'est beaucoup plus simple que de m'embêter à chaque fois à aller chercher les bâtiments. Non, mais l'architecture, tout ça. C'est une stratégie par expérience qui peut fonctionner. Ici, on a un superbe plateau qui sert à quoi ? En fait, c'est un plateau sur lequel vous allez avoir des dieux qui vont se positionner. Les dieux sont ici. Et de mémoire, il y en avait 5. Enfin, il y en avait 4 et 5 avec Hadès. Là, il se trouve que la nouvelle déesse qui est arrivée, c'est Héra, qui a en fait un effet de pouvoir recruter des personnages qui sont des mercenaires, ce qui à l'époque Hadès faisait avec les morts-vivants
mais il y avait un système de nécropole, etc. Donc c'était encore autre chose. Mais là, c'est un peu la nouvelle déesse qui a été rajoutée, en plus de Athéna, que là je vois pas, mais qui doit être quelque part. Donc de base, on a Poséidon, Arès, Zeus et Athéna. Chacun de ces dieux et chacune de ces déesses-là vont apporter en fait une plus-value à la fois dans la construction de bâtiments, notamment Zeus va construire des temples, Arès évidemment des casernes, et puis Poséidon va construire des ports. Poséidon aura surtout l'avantage de faire des actions qui permettront de bouger vos bateaux et d'avoir une présence maritime. La même chose pour Arès, mais évidemment sur la terre. Zeus va permettre de récupérer des prêtresses ou des prêtres qui permettent de diminuer le coût des offrandes que vous ferez aux dieux, parce qu'évidemment, pour contrôler les dieux, il faut payer des offrandes. Et les prêtresses permettront notamment de acquérir à moindre coût les créatures et les héros et permettront de les garder plus longtemps au fur et à mesure des cycles. Sur quoi je peux... Notamment comment marchent les offrandes, c'est ça l'intérêt. Et c'est toute la mécanique intéressante de Cyclades. C'est qu'en gros, vous aurez des dieux qui seront positionnés ici. Et ici, il y aura des offrandes et c'est un peu une enchère. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je vais dire, Arès, je le veux bien, mais pour 3. Si jamais un autre joueur veut se placer, il peut se placer sur un autre dieu. S'il veut se placer là où il y a déjà quelqu'un, il se met plus loin. Il peut dire, attends, Alex, tu me saoules, tu dégages, hop, moi je me mets en 5. Du coup, mon pion, il revient, et c'est de nouveau à moi de me placer. Je peux me replacer un peu plus loin ici. Du coup, je redéloge Antoine, mettons, qui est venu un peu me casser les pieds pour se mettre sur Arès. C'est pas mon genre. Sinon, je me dis, il m'a délogé, il va payer 5 pour jouer Arès. Je le laisse prendre Arès, puis je vais me mettre sur Zeus si jamais personne le veut, puis hop, quelqu'un le veut, du coup ça me redéloge. Il y a un dernier dieu qui est très intéressant. C'est un peu, je dis intéressant parce que oui, il permet en fait de rajouter des cornes d'abondance, ça va être Apollon. Apollon, il permet de mettre des cornes d'abondance, mais c'est vraiment le dieu qui est tout le temps là. C'est un peu l'action neutre, l'action un peu pauvre où on se dit, il me coûte rien. Et puis il me permettra de rajouter des cornes d'abondance qui sont en fait les revenus du jeu. C'est comme ça que vous gagnez un petit peu de la monnaie. Votre monnaie est toujours derrière un paravent. Et c'est comme ça en fait que vous pouvez un peu pousser les joueurs à payer plus, parce que des fois je me mets sur le 7, alors évidemment je peux pas me mettre si j'ai pas de quoi, mais quand je me dis que je vais payer 7 alors que derrière mon paravent je n'ai que 8, je serre un peu les fesses parce que j'espère que quelqu'un va me déloger, parce que j'ai pas en fait envie de payer tant, j'ai surtout envie que les autres crachent plus que moi. C'est ça qui est vraiment cool en fait dans Cyclades, c'est de pousser les autres à aller plus loin, parce qu'on sait qu'à ce tour-là, Antoine il aura besoin de Poséidon, donc je vais le faire cracher. Genre de jeu où à la fin on se déteste tous. Un petit peu, ouais, ça peut arriver sur Cyclades. Alors là justement, j'aurais aimé vous montrer dans les règles, voilà, les différentes mises en place et ce à quoi peut ressembler une mise en place. Voilà, là par exemple on voit que sur le plateau ça a quand même vachement de la gueule. Vous avez le plateau avec les différents dieux, vous avez les prêtresses, vous avez les créatures et les héros qu'on va pouvoir justement acquérir durant la partie. Ces différents héros et créatures sont représentés par les petites figurines. Je vais essayer de voir si on a des... J'essaie d'ouvrir la boîte pour vous montrer un peu le matos quand même, parce que c'est quand même assez cool. Là on a les cartes. Je sais pas. Par contre, j'ai vu un truc là. Ouais. Regarde. Ah non, il est dépunché. Oh non. Ah mince. Oh non. On va être obligé d'y jouer maintenant. Hein. Là justement. Pas le choix ça. Hein. C'est dommage. Là justement, c'est Athéna. Ouais. Athéna qui était vraiment, sur le principe, pas forcément un personnage intéressant, parce que je l'ai pas dit comment on construit des métropoles. Notamment les métropoles, ça se construit automatiquement quand vous avez les 4 bâtiments qu'on voit ici. Donc le port, les ports, les forteresses, moi je dis les casernes mais c'est les forteresses, les temples et les universités. Les universités elles sont pas folles parce qu'elles octroient aucun bonus, mais c'est le seul bâtiment qui est indispensable pour construire une métropole, sinon on peut pas le faire. Les casernes rajoutent de la force pour les personnages, les ports rajoutent de la force pour les bateaux et les temples réduisent le coût des offrandes. Par contre, avec Athéna on récupère des philosophes et à la base, et je pense pas que ça ait changé, avec 4 philosophes on construisait immédiatement une métropole. Donc en fait, si on prend tout le temps Athéna, on peut construire des métropoles autres que par le système de construction de bâtiments. Je vous ai montré un peu tout le matos qu'il y a dedans. Il y a pas mal de dépunchage en vrai. Et évidemment, alors les extensions qu'on a, on n'a qu'une boîte, elles rajoutent des figurines. Elles ont une gueule. Le matos, c'est vraiment cool. Oh non, le jeton avec une doigt. Moi, j'avais joué la première édition quand c'était sorti. Ça commence à être un petit peu lointain maintenant. Et là, je te cache pas que te voir enthousiaste comme ça, je te vois rarement aussi enthousiaste. Mais ça donne vraiment envie d'y rejouer, là. Moi, Cyclades, c'est un de mes tout premiers jeux de conquête où je me suis dit, ah ouais, alors il y a eu Small World évidemment, mais après Small World, j'ai eu Cyclades et là j'étais comme un dingue du Cyclades, j'en ai fait, je compte même plus mes parties, mais c'était vraiment, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu déjà où le système d'action était juste génial, le principe d'offrande, moi je trouve ça vraiment cool, pouvoir faire cracher les autres, c'est vraiment un système de jeu que je trouve vraiment top. Parce qu'il y a un petit côté bluff, il y a un côté enchère, et moi je trouve ça vraiment cool. Là franchement la réédition, elle est vraiment propre. Ça me redonne envie de découvrir Cyclades. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Très bien fichu cette belle réédition. De toute façon, maintenant qu'il est dépunché, non mais c'est sûr. Autant y aller à fond quoi. Non, on va faire une partie. On va quand même voir ce qu'il y a derrière le comptoir avant.
Et bienvenue derrière le comptoir. Je sais pas pourquoi je fais ça. On a plein de trucs derrière le comptoir, notamment on a la nouvelle aventure pour Pathfinder 2e édition. C'est pas vraiment une nouvelle aventure puisque la couronne du roi Kobold c'était une aventure assez emblématique de la première édition. Trop content de la revoir. Hop là, on se sert du dos pour vous préciser que c'était une aventure pour personnages de niveau 1 à 6. Quand vous créez un groupe de héros pour leur faire leurs premières expériences, la couronne du roi Kobold c'est franchement vraiment une très bonne idée. Et après ça vous permet d'enchaîner sur vos aventures maison ou sur une grosse campagne. Ce sera toujours bienvenu. Hop là, toujours très heureux d'avoir le Pathfinder. On a également ceci, la petite extension pour Mindbug Suprême, les cartes supplémentaires. Pour être exact, c'était des cartes qu'on pouvait avoir via l'un des trucs qu'on débloquait dans la campagne de crowdfunding pour Mindbug Suprême, attention, pas la campagne de Mindbug tout court. Dedans, c'est des cartes assez what the fuck, comme on dit. Il y a vraiment des cartes où vous vous dites, est-ce qu'on la met vraiment en jeu celle-ci? Réfléchissez-y, parce qu'il y en a qui sont vraiment complètement pétés. Mais il y a lui, qui est le capitaine Barbochat, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et voilà, rien que pour ça, quand même, ça donne très envie. En plus, il a une espèce de petit poulpe perroquet, un perro-poulpe. Pierrot. Bon, bref. Ouais. Hop, on passe à la suite du derrière le comptoir avec. Hop, il y a Alice qui m'amène les trucs petit à petit, c'est hyper pratique. On a la nouvelle mouture de Magic, de Gathering qui vient d'arriver. On va retrouver les personnages principaux de Magic, donc du multivers qui avance sur pas mal de séries ces dernières années. Je crois qu'on est sur 5 ou 6 séries où c'est la même histoire qui se poursuit, ou presque. C'est bien, chez Magic, on dirait qu'ils sont vraiment en train de construire une grande histoire. Ils le font depuis le début, hein, mais il y a toujours eu des sets qui étaient un petit peu complètement à part. Bon, celui-ci il est quand même un petit peu à part dans son style, dans ce qu'il va raconter, puisque on retrouve les personnages principaux qui font des courses de moto, des voitures, des trucs motorisés. J'ai pas trop eu le temps de me renseigner sur le lore. Je dois avouer que même si au premier abord je suis complètement réticent à l'univers, j'ai trop envie de comprendre le pourquoi du comment ces personnages. On retrouve Chandra qui fait de la moto, mais pourquoi? Si vous êtes fan de Magic, évidemment vous le savez déjà. On a reçu les petits displays de booster, on a reçu les bundles, et cette fois-ci c'est pas 4 mais bien 2 commandeurs qui arrivent pour compléter la série. Hop. Coucou, je suis là pour vous présenter ce retour en stock réédition. Voilà, c'est Takinoko classique, hein, mais de nouveau format de boîte, voilà, plus fin, plus grand, plus carré. Et celui-ci, non, c'est l'autre. Ça c'est le normal, et ça c'est la réédition avec l'extension dedans. Oyako c'est avec l'extension Chibi, donc c'est pour ça qu'il y a le dessin avec la famille. Voilà, alors que lui c'est le normal. Voilà, je me suis trompée. Mais les deux ont exactement le même format. C'est juste que lui il est plus lourd, c'est parce qu'il y a une extension en plus. Voilà, donc c'est une sorte de big box, techniquement. Et en parlant de big box, en vrai, David m'a dit, oh là là, il est très lourd. Je dis, oui, bah comme le Gloomhaven. Non, ils ont réussi à faire plus lourd. Oui, je confirme. Plus large aussi, hein, plus concentré. Voilà. Alors c'est techniquement la suite, mais en fait pas vraiment. De ce que j'ai compris, c'est vraiment dans le même univers que Gloomhaven, mais c'est un autre endroit, un autre moment. Et en gros, c'est le Nord, un peu à la Game of Thrones. Le Nord. Voilà, qui est pris d'assaut par plein de créatures dégueulasses et mystérieuses. Et il faudrait défendre. On a besoin de grands chevaliers pour défendre cet endroit. Et ça le dit dans l'histoire. Ils disent bah non, ils ont pas de grands chevaliers, ils ont que vous, les vieux mercenaires tout pourris, hyper fatigués de la. On aime ça. Voilà. Et donc en gros, on incarne les gars tout pourris qui en ont marre de la life. Mais qui vont faire comme ils peuvent pour reconstruire déjà Frosthaven, la ville en gros, essayer de la défendre, etc. Comme c'est un truc à campagne, parce que pour expliquer, c'est un truc, une sorte de jeu de rôle, jeu de plateau, quasi. C'est ça, oui, c'est ça. Voilà, sans dés par contre. Et ben vous allez aussi en incarner plusieurs des personnages, parce qu'en gros ça va se passer sur plusieurs générations. En gros vous allez pouvoir, vos gars ils vont un jour partir à la retraite ou mourir, hein, ça arrive, et vous prendrez des nouveaux personnages parmi les, je crois, 17 classes différentes, et chaque personnage va évoluer aussi de manière différente, comme dans du jeu de rôle. Voilà, le dos quand même pour voir. Ils ont complètement craqué une fois de plus. Pour faire un jeu comme ça, faut pas avoir froid aux yeux. Et c'est donc sur ces jolis mots qu'on va terminer la vidéo du vendredi. Yes. On vous dit à la semaine prochaine, à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.